Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Signal de guerre ou mise en scène pour forcer Téhéran à négocier. La pression américaine s'accentue chaque jour. Plusieurs indicateurs notables. L'arrivée en Crète du plus gros porte-avions au monde, l'USS Ford, toujours plus près des côtes israéliennes. Des avions ravitailleurs américains ont par ailleurs atterri à l'aéroport Ben Gurion, alors que l'ambassade US à Beyrouth est partiellement évacuée en prévision d'une offensive contre l'Iran. Mais toujours une option diplomatique d'actualité. Selon plusieurs fuites, Donald Trump pencherait pour un accord par étapes. Le nucléaire, puis le balistique et les proxys. Analyse d'une situation toujours aussi volatile. Nous verrons également pourquoi l'Iran pourrait menacer les intérêts de Washington à l'étranger, y compris sur le sol européen. Faute de pouvoir contrer la force de frappe de l'US Army, Téhéran aurait élaboré une stratégie de guerre asymétrique. Inquiétude grandissante et 3 mouvements terroristes potentiellement prêts à passer à l'action. Le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen et, plus surprenant, les djihadistes sunnites d'Al-Qaïda. Alliance d'intérêt temporaire avec le régime des ayatollahs, mais la menace est-elle prise au sérieux sur le vieux continent ? Et puis les plans du ministre israélien des Finances pour la bande de Gaza. Bezalel Smotrich persiste et signe. Il promet la destruction du Hamas et le retour d'implantations juives dans ce territoire. Pour lui, le mouvement terroriste recevra bientôt un ultimatum pour déposer les armes. Faute de quoi, c'est Tsahal qui interviendra. Question ce soir, ces propos engagent-ils l'ensemble du gouvernement Netanyahou et qu'en dira surtout Donald Trump ? Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Donald Trump hésite-t-il vraiment face à l'Iran ou prépare-t-il clairement un coup décisif ? Le président américain multiplie les signaux contraires lorsqu'il parle d'un compromis transitoire avec l'Iran. Il accélère l'accumulation de forces en direction du Moyen-Orient. Confusion sans doute voulue et mise en scène, même si c'est l'ensemble du Moyen-Orient qui reste plongé dans l'incertitude. Déborah Benayoun. Ce sont de drôles de SMS que certains Iraniens ont reçus. Le message indiquait « Le président américain est un homme d'action. Attendez ». Un intitulé qui intrigue et qui incite de nombreux observateurs à penser que l'aide promise par Donald Trump serait désormais effectivement en route. Sur le terrain, certains ont pu observer l'arrivée du plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, dans la région. Il se trouve actuellement sur l'île de Crète et approche des côtes israéliennes. Et dans le cadre du renforcement massif des forces militaires américaines au Moyen-Orient, des avions ravitailleurs américains ont été aperçus à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv en Israël. Selon le New York Times, le président américain envisagerait d'autoriser des frappes ciblées contre l'Iran dans les prochains jours afin de faire pression sur le pays et de l'amener à des compromis lors des négociations. Il a indiqué à ses conseillers que si une frappe ciblée ou la voie diplomatique ne parvenait pas à convaincre l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, il envisagerait une attaque de bien plus grande envergure dans les mois à venir, voire une action militaire susceptible de renverser le régime des Mollahs d'ici la fin de l'année. De son côté, l'Iran a averti qu'il considérerait toute attaque américaine, même limitée, comme un acte d'agression appelant une riposte. Ces informations sont publiées alors que les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sont supposés reprendre avant la fin de la semaine. Washington se dit prêt à entamer un nouveau cycle de négociations à Genève vendredi, à condition que Téhéran transmette dans les 48 heures à compter d'hier une proposition détaillée sur son programme nucléaire. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, devrait arriver demain à Mascate, à Oman, pour présenter la réponse de l'Iran à la proposition américaine dans le cadre des négociations nucléaires. Pendant ce temps, en Iran, les manifestations contre le régime ont repris dans plusieurs universités du pays. En pleine journée, des étudiants arrachent des photos des membres du régime des ayatollahs éliminés lors de la guerre des 12 jours. D'autres ont été filmés en train de brûler le drapeau iranien en scandant « Mort à la République islamique ». Voilà, beaucoup d'éléments qui s'additionnent. On va entendre ce qu'a dit aussi important Binyamin Netanyahou. Nous sommes préparés à tous les scénarios, c'était tout à l'heure, devant la Knesset, le Parlement israélien. Écoutons le Premier ministre israélien. Nous traversons une période très complexe et difficile. Le peuple le sait et tous les députés le savent. Nous vivons une période complexe et difficile. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Nous restons vigilants et nous sommes préparés à tous les scénarios.
Et sachez d'ailleurs que le Premier ministre israélien a quitté précipitamment la Knesset ce soir pour une consultation sécuritaire. Alors, puisqu'on guette justement les moindres indices d'une évolution de la situation, une annonce qui a eu l'effet d'un petit électrochoc en début d'après-midi. Les États-Unis évacuent plusieurs dizaines d'employés de leur ambassade à Beyrouth, au Liban. L'indice peut-être de préparatifs en vue de frappe donc contre Téhéran. Notre envoyé spécial nous attend justement tout près de la frontière libanaise. Bonsoir, Chani Guidalia. Alors, annonce qui est perçue comme un signal supplémentaire de préparatifs avancés, a priori, en vue de frappes américaines contre le régime iranien. Exactement, David, puisqu'on parle d'une cinquantaine de membres du personnel dit non essentiel qui ont été évacués avec leur famille depuis l'aéroport international Rafik Hariri au Liban. On précise que la dernière fois qu'une telle évacuation a eu lieu, c'était lors de l'opération Midnight Hammer, donc cette opération qui a eu lieu en juin dernier lorsque les États-Unis ont frappé les sites nucléaires iraniens. Donc, sans vouloir être alarmiste, c'était là qu'une telle évacuation avait été annoncée. Et maintenant, pour ce qui est du déploiement militaire américain dans la région, il est évidemment très massif. Il y a eu un peu plus de données quant à ce déploiement militaire. Tout d'abord, il y a plus de 200 avions de chasse qui sont présents dans la région, plus de 100 avions ravitailleurs également qui sont présents, des avions ravitailleurs de contrôle, commandement, de transport et de renseignement. D'ailleurs, certains de ces avions ravitailleurs ont atterri aujourd'hui à l'aéroport Ben Gurion. Il y a aussi les 2 porte-avions américains avec une douzaine de destroyers qui sont présents, donc le porte-avions USS Abraham Lincoln et le porte-avions Gerald Ford, qui d'ailleurs a été aperçu au large de la Crète et qui aurait notamment pour mission de protéger les villes israéliennes en cas de riposte iranienne. Et en parallèle, c'est important de le préciser, le secrétaire d'État Marco Rubio, qui devait arriver en Israël samedi soir, a décidé de reporter sa visite. Il arriverait normalement lundi soir en Israël, mais cette visite pourrait encore une fois être reportée au vu de l'évolution sécuritaire. Ouais, beaucoup d'agitation. En tout cas, Chani, clairement, climat tendu au sortir d'ailleurs d'un week-end marqué par de nombreuses éliminations dans les rangs terroristes du Hezbollah libanais. Oui, c'est parce que ce week-end, Tsahal a éliminé plusieurs commandants et terroristes du Hamas et du Hezbollah dans le sud du Liban. Pour ce qui est du Hamas qui avait été visé, c'est un quartier général à partir duquel opéraient des terroristes de l'organisation. Et puis, pour ce qui est du Hezbollah, ce qui a été visé, c'est plusieurs quartiers généraux et des sites opérationnels. C'était dans la région de Baalbek, donc un petit peu plus au nord. Et plusieurs commandants et terroristes des 2 organisations ont été éliminés. Vous parliez d'un climat tendu dans la mesure, évidemment, où Téhéran pourrait décider d'activer ses réseaux de proxy pour frapper les intérêts américains. Donc, hier, les discussions du cabinet de sécurité ont surtout porté sur la préparation sur tous les fronts et principalement avec un accent sur le Hezbollah, savoir comment le Hezbollah pourrait ou non décider d'intervenir dans le cas où il y aurait un conflit entre l'Iran et les États-Unis. Mais ça, encore une fois, c'est seulement dans le cas où ce scénario de frappe et d'attaque se concrétiserait. Effectivement, merci beaucoup Chani Guidalia pour toutes ces précisions. Ce soir, en direct du nord d'Israël, on va mettre de l'ordre dans toutes ces informations avec nous ce soir. On a le plaisir de recevoir le docteur Moshe Ben David. Bonsoir et merci à vous, colonel de réserve de Tsahal. Et puis notre expert défense Mathias Inbar qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Mathias. Alors cette idée d'abord, docteur Moshe Ben David, cette idée d'un accord dit transitoire, c'est ce que dit Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui y gagne et en quoi cela ferait avancer quelque part les choses dans la région? Bonsoir David, bonsoir aux téléspectateurs. Avec votre permission, je voudrais présenter une autre version de ce que fait Trump. Trump veut détruire le régime iranien ou par un accord ou par la guerre. Une personne peut se poser la question, comment est-ce que par accord on pourrait détruire ou faire chuter le régime iranien? La réponse est que les gardiens de la révolution, qui sont la colonne vertébrale du régime iranien, sont ceux qui dirigent le projet des missiles et qui ont le contrôle du projet nucléaire en grande partie et le système des proxys. Nous parlons de 20 à 30% du budget iranien. Le budget iranien gouvernemental représente environ 900 millions rials, 200 millions de dollars. Ça ressemble au budget d'Israël. Dans la mesure où Trump réussirait à faire chuter le projet nucléaire,
sans parler du projet balistique et celui des proxys, eh bien, en fin de compte, 100 000 personnes qui sont l'ADN du régime iranien ne se retrouveraient au chômage. Ces personnes qui sont la base du régime iranien ne seraient plus engagés auprès du régime puisqu'ils n'auraient plus d'emploi et le régime s'effondrerait. C'est l'explication pour laquelle un accord qui détruirait les emplois de 100 000 personnes, c'est énorme pour le régime iranien, pourrait amener la destruction du régime. C'est donc une option. Et donc il essaye par la diplomatie de le faire. La deuxième option, si vous voulez aller plus avant, c'est celle de la guerre. Et là, encore une fois, je voudrais proposer une autre interprétation, si vous le voulez bien. Alors effectivement, on va en parler dans un sens, ce scénario de la guerre qui pourrait se préciser. Ça dépend beaucoup justement de ce qui va se passer à Genève dans 2 jours. Mais Mastia, d'abord un mot sur le discours de Binyamin Netanyahou à la Knesset. Discours prudent, vous diriez, vous, discours de pré-guerre, parce qu'on comprend qu'Israël est plus près que jamais, là. Il répond surtout, David, aux détracteurs qui estiment que Donald Trump fait cavalier seul et que son voyage à Washington, ou plus exactement en Floride, n'aura servi à rien. Or, il leur répond et il dit « Ce n'est pas le moment de débattre. L'alliance stratégique entre Jérusalem et Washington n'a jamais été aussi forte et ne vous inquiétez pas, nous sommes... finalement, nous travaillons de concert en commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lance encore une fois un appel et il montre les muscles aux Iraniens. Ne jouez pas avec le feu, puisqu'on parle de Pourim actuellement. Et souvenez-vous quand même que l'histoire de Pourim, il a fallu attendre que ce soit l'erreur d'un Perse pour que la roue tourne en direction des Israéliens ou du peuple juif. C'est exactement ce que cherche dans les mots à dire Binyamin Netanyahou. Puisqu'il cite Pourim, il sait très bien, le Premier ministre israélien, qu'il va sur ce chemin et qu'il dit « Ne vous inquiétez pas, même en période de Pourim, eh bien, les Israéliens sont à l'écoute, travaillent avec les États-Unis et sont prêts. Si jamais les Iraniens allument la mèche, c'est nous qui étendrons le feu. » Ouais, intéressant. Pourim, c'est dans une semaine, on le rappelle. Alors justement, docteur Moshe Ben David, de porte-avions Ford qui se rapproche d'Israël, là il est en Crète apparemment, et puis ces avions ravitailleurs qu'on a aperçus à l'aéroport Ben Gurion, ça nous confirme ce que disait Mathias, c'est-à-dire que la coopération Israël-USA, elle est peut-être plus étroite que jamais dans l'histoire. Je tends à croire, David, que le porte-avions Ford qui arrive dans la région a pour objectif principal de protéger, par toute cette flottille qui l'accompagne, de protéger l'État d'Israël et pas seulement attaquer l'Iran. Pour poursuivre ce que vient de dire Mathias, je voudrais dire que je pense que ce qui va d'abord se passer, c'est que Trump va assiéger par les airs, par la mer et par la terre l'Iran. Comment est-ce que cela peut amener à l'effondrement du régime? C'est très clair. Des bombardements par les airs ne font pas chuter un régime. Mais si vraiment ce qui se passe, c'est que l'Iran, qui importe 90% de son huile de l'extérieur, 30% de son blé et autres viennent aussi de l'importation extérieure, l'alimentation de ces bestiaux et vient aussi de l'extérieur. Quand toutes les routes seront bloquées pour l'approvisionnement et la population qui est déjà dans une grave situation économique sera encore affamée, les gens sortiront dans la rue. Le régime continuera à faire ce qu'il fait, c'est tuer et massacrer. Et Trump, alors, aura la légitimation internationale et intérieure aux États-Unis d'attaquer militairement. Les étapes que je vois, premièrement, négocier. Si cela échoue, pour faire tomber le régime, en lui enlevant sa base économique, celle des gardiens de la révolution, c'est-à-dire le plan des missiles et des proxys, eh bien, ce sera un encerclement. Ça n'est pas vraiment un siège, mais c'est, selon la définition internationale, la quarantaine. C'est moins qu'un siège, ce n'est pas la guerre, et Trump pourra profiter de cela pour passer à l'étape suivante, à savoir l'attaque.
Ce sera la première chose. Et c'est exactement ce qu'il a fait au Venezuela, il va le refaire. Ouais, en tout cas, intégrer, vous dites, le levier économique dans l'équation. Alors Mathias, votre sentiment, est-ce que vous pensez dans le fond que Donald Trump fait semblant d'hésiter, c'est-à-dire que tout est prêt avec deux scénarios, comme il le dit, ou bien guerre totale, ou bien, comme il dit, l'hypothèse d'une attaque limitée, prise de risque limitée évidemment, et puis efficacité peut-être limitée. C'est ça le risque. Deuxième option, David. Même si, bien évidemment, ce ne sont que des suppositions, des supputations, une analyse à froid, parce que pour l'instant, on n'a pas toutes les données, mais on se dirigerait, encore une fois, je reste extrêmement prudent, mais par rapport à l'expérience de Donald Trump et surtout de cette administration qui n'arrive pas à être d'accord, alors que MAGA, par exemple, était contre une intervention américaine lors de la guerre des 12 jours. La MAGA lui donne un blanc-seing et pour autant, il y a encore une fois des dissensions au sein de l'administration. Et pour répondre à votre question, on se dirigerait plutôt du côté de Donald Trump vers une opération chirurgicale limitée qui aurait une incidence directe sur le choix des Iraniens d'être moins dur en tout cas ou jusqu'au boutiste dans les négociations et de permettre justement d'imposer un deal, d'imposer un accord qui serait extrêmement dur, sévère à l'égard de l'économie iranienne et donc de faire plier le régime via non pas de boots on the ground, mais les boots on the ground, justement, ça serait le peuple iranien. Ouais. Maintenant, encore une fois, on parle pour l'instant, ça ne sont que des suppositions et une analyse à froid. Il faut quand même bien le préciser. La région suspendue, évidemment, aux humeurs de Donald Trump, même si ce n'est pas que des humeurs peut-être. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Le mot de la fin, rapidement, docteur Ben David, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des dissensions, des hésitations, comme le dit Mathias. Donald Trump semble hésiter, les Iraniens le voient bien. Est-ce que les Iraniens se sentent en position de force, là, en ce moment, dans les négociations ? Quelques mots. Je pense que les Iraniens ne lisent pas bien Trump. Trump a décidé. Si vous avez entendu ce que Trump a dit hier sur ses réseaux sociaux, une entrevue avec Mark Levin, où il a dit que ces négociations sont pour rien et qu'on va rapidement passer à l'attaque. C'est ce qu'il a dit Trump. Trump n'hésite pas. Trump a fermement décidé de faire chuter le régime iranien. Faire chuter le régime iranien permettra à Trump d'avoir le contrôle de la principale ressource du pétrole de Chine qui arrive d'Iran après ce qu'il a fait au Venezuela, qui était le principal fournisseur de l'Iran. Ces deux choses permettront de mettre la Chine à genoux. Tout cela se combine et Trump veut absolument faire tomber le régime iranien, ou par un accord ou par la guerre. Et la première étape, ce sera un siège. Voilà, toujours se méfier des mises en scène donc, de Donald Trump. Merci beaucoup, Dr Moshe Ben David, d'être venu sur notre plateau. Traduction assurée par Gisèle Abazan, qu'on remercie. Allez, on va se pencher sur l'un des scénarios catastrophes qui pourraient découler directement d'un affrontement entre l'Iran et les États-Unis, celui d'attaques iraniennes contre les intérêts américains à l'étranger, notamment sur le sol européen. Bonsoir, Mathieu Windig. Alors, Mathieu, c'est le Pentagone qui s'efforce de prévenir toutes les configurations possibles de représailles iraniennes. Oui, David, bonsoir. L'information vient du New York Times. L'Iran pourrait utiliser son réseau de proxy pour frapper partout dans le monde, en particulier en Europe, si le président américain ordonnait des frappes de grande échelle. Toujours selon le quotidien américain, des responsables n'ont pas pris connaissance de complots spécifiques. Cependant, ils ont noté une intensification dans les discussions entre les proxys et cela montrerait une volonté de coordonner leurs attaques. Un expert sécuritaire aux États-Unis estime que si le guide suprême et les gardiens de la révolution se sentent menacés, ils pourraient ordonner des frappes à l'étranger, y compris en Europe. Et pour ces frappes en Europe, ce serait le Hezbollah qui serait le mieux placé. L'organisation terroriste chiite libanaise pourrait mener des attaques contre des ambassades américaines et des cibles en Europe. Récemment, l'Iran s'est montré capable d'utiliser ses proxys sur le sol européen. C'est le directeur du MI5, les renseignements intérieurs britanniques, qui a lancé l'alarme en octobre dernier. Il dit que le MI5 donc, a déjoué plus de 20 complots potentiellement soutenus par l'Iran en seulement un an. C'est beaucoup, effectivement. Alors, Téhéran, vous dites, Mathieu, qui forge apparemment une alliance contre nature. Ce serait avec les djihadistes sunnites d'Al-Qaïda qui ressurgissent.
Oui, David, donc Al-Qaïda, on le rappelle, c'est l'organisation terroriste sunnite qui est responsable des attentats contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Et donc, cette organisation terroriste pourrait reprendre des attaques à l'échelle mondiale. Cette alliance improbable, vous l'avez dit, entre sunnites et chiites, s'illustre par le fait que le chef d'Al-Qaïda vit en Iran depuis au moins 10 ans. Ce successeur non officiel d'Ayman al-Zawahiri, éliminé en août 2022 en Afghanistan, et donc hébergé par l'Iran, ce que Téhéran ne nie catégoriquement. Il s'agirait donc d'une alliance tactique entre Al-Qaïda et le régime des Mollahs contre la présence américaine au Moyen-Orient. À noter que le soutien logistique existe depuis les années 90. Le Hezbollah a également fourni des entraînements à Al-Qaïda. Et maintenant, en 2026, des analystes craignent que l'Iran utilise des cellules d'Al-Qaïda pour mener des attentats contre les intérêts américains en Europe ou au Moyen-Orient. Car pour Téhéran, utiliser Al-Qaïda permet à Téhéran de nier avoir eu connaissance de tels agissements et ainsi tenter d'éviter une riposte sévère des États-Unis. Al-Qaïda, sombre spécialiste de la terreur anti-USA. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Alors l'Iran qui s'en prendrait à des cibles américaines sur le sol européen, faut-il s'y préparer? L'Iran qui imposerait une sorte de guerre asymétrique. Avec nous pour y voir plus clair ce soir, Emmanuel Dupuis. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. Alors est-ce que d'abord le régime iranien dispose aujourd'hui de réseaux, on va dire, plus ou moins solides en Europe? Oui, indéniablement, le Hezbollah est sans doute le réseau le plus solide. Il a été largement atrophié avec les frappes qu'Israël avait menées durant l'année 2024 et surtout l'année 2025. Il avait été sensiblement amoindri financièrement par la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro, car une bonne partie des avoirs et de la dérivation des sanctions qui bénéficiaient au proxy, notamment le Hezbollah, se situaient au Venezuela. Et évidemment, comme ça a été dit, un certain nombre de services de renseignement, notamment britanniques, ont d'ores et déjà indiqué avoir évité, ou en tout cas empêché un certain nombre d'attentats. Le Hezbollah n'est pas le seul proxy sur lequel peuvent s'appuyer les Iraniens. Il y a effectivement d'autres organisations, ne pas oublier les organisations terroristes djihadistes palestiniennes qui, par le passé, ont déjà frappé un certain nombre de cibles en Europe. Effectivement. Et quels seraient les pays d'Europe les plus vulnérables, si on peut dire ça comme ça, face à une telle menace aujourd'hui? Alors, il suffit d'écouter ce qu'a dit le guide suprême, Ali Khamenei. Il suffit de lire la lettre que Massoud Pezeshkian, le président iranien, a adressée au Conseil de sécurité, menaçant tout pays qui soutiendrait une opération militaire, c'est-à-dire à peu près tous les pays qui pourraient agir en coalition. Mais on l'a quand même en tête, la Grande-Bretagne, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'une bonne partie des bombardiers B-2 que les Américains sont en train de rapatrier des États-Unis à proximité des côtes iraniennes sont d'ores et déjà stationnés sur une île, un archipel plutôt, l'archipel de Chagos, sur une île partagée par la Grande-Bretagne et les États-Unis, l'île, la base militaire de Diego Garcia. Donc la Grande-Bretagne serait sans doute une cible. Mais si un certain nombre de pays comme la France et d'autres, déjà en juin, qui avaient participé indirectement par les échanges de renseignements et surtout dans les mois qui avaient précédé les frappes, en empêchant un certain nombre de missiles balistiques et de drones d'arriver d'Iran vers Israël, la France avait avoué, ou en tout cas avait confirmé le fait que, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et d'autres pays, elle avait participé à la capacité défensive d'Israël. Donc la France serait aussi une cible, bien sûr. Et je termine. Les 3 pays qui, en août dernier, ont signé un communiqué indiquant qu'ils mettaient en place le stack back, c'est-à-dire la possibilité de sortir de l'accord nucléaire, car la partie iranienne y avait dérogé, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, dans le cadre de la remise en cause de l'accord sous-nucléaire de juillet 2015, seraient aussi des cibles potentiellement plus ciblées que d'autres. Ouais, et puis la clé, comme vous dites, sans doute la coopération interne en matière de renseignement entre donc les pays européens, les États-Unis et peut-être, comme souvent, Israël. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, pour cette analyse concernant donc cette menace sur le sol européen éventuelle. Alors, ne pas perdre de vue aussi que le cœur du problème officiellement entre l'Iran et les USA, cela reste officiellement le nucléaire. Peut-on imaginer une issue, justement? Éclairage en 3 questions ce soir.
Alors, on sait que le prochain rendez-vous est prévu jeudi à Genève, mais les Iraniens n'entendent pas renoncer à l'enrichissement d'uranium, d'où le risque d'une confrontation. On a le plaisir ce soir d'interroger l'ancien directeur adjoint de l'AIEA, l'Agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire, le docteur Olli Heinonen. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes professeur émérite au centre Stimson. Alors, au rythme où évoluent les événements, est-ce que nous serions en train de revenir quelque part à la case 2015, c'est-à-dire l'accord d'ICPOA conclu sous Barack Obama, cette fois-ci version Trump? D'abord, merci de m'accueillir. Je pense que nous devons retourner bien plus en arrière dans l'histoire, au début de l'année 2000, lorsque le programme secret nucléaire de l'Iran a été révélé. Et le JCPOA de Loremba. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'y revenir si nous voulons comprendre que le programme iranien nucléaire est pacifique et non pas autre. Et donc, nous parlons d'un accord tout à fait différent si nous voulons nous baser là-dessus. Effectivement. Et un bon accord avec l'Iran, ce serait quoi, de votre point de vue et du point de vue des Américains? D'abord, il faut que cela couvre plus qu'une paire d'installations à Natanz, Ispahan ou ailleurs, mais prendre en compte toute la chaîne de production iranienne et enrichissant de l'uranium. Et c'est d'abord et avant tout du matériel nucléaire donc depuis les mines jusqu'au traitement de l'uranien, et voilà aussi toutes les activités métallurgiques qui sont associées à tout cela et avec le nucléaire. Nous devons tout couvrir, mais ça ne suffit pas parce que l'Iran a une chaîne de fourniture très importante à tous les niveaux. Ils ont besoin de pièces de rechange, de nouvelles composantes s'ils veulent faire quelque chose secrètement. Et donc, toutes ces installations de fabrication doivent être contrôlées. Et ce n'était pas le cas totalement avec le JCPOA. Et donc, ça a fait un peu, peut-être, mais pas suffisamment. Et puis, évidemment, les missiles balistiques qui sont aussi, à mon avis, importants parce que l'Iran cherchait aussi à intégrer l'arme nucléaire sur ses armements. Voilà les 3 points principaux qui doivent être traités différemment avec une nouvelle approche si nous voulons renégocier. Donc un accord extrêmement complexe, évidemment, à négocier et à mettre en œuvre. Alors la question de fond, la troisième, pour conclure, elle reste la même finalement. Est-ce qu'on peut faire confiance à un régime fondamentaliste, un régime qui triche, qui finance le terrorisme et qui souhaite ouvertement la destruction d'Israël, qui ne renoncera d'ailleurs jamais à son agenda? Eh bien, écoutez, ça, c'est la question très difficile. Mais si l'on veut avoir la paix, la sécurité au Proche-Orient, ça doit être accompli et l'Iran va devoir décider de quel côté de l'histoire il veut être. Est-ce que là, c'est une bonne occasion, une occasion en or de prouver que leur programme est entièrement pacifique et ne produit que des matériaux pour l'utilisation pacifique. Il reste à vérifier si l'AIEA a les moyens pour contrôler, pour surveiller ce programme nucléaire iranien. Merci beaucoup à vous, Dr Olli Heinonen, d'avoir répondu ce soir à nos 3 questions. Sans transition, on s'intéresse à ce qui se passe autour de la bande de Gaza. On va passer au parti pris de cette édition. On évoque donc, comme promis, les plans du ministre israélien des Finances pour la bande de Gaza. Bezalel Smotrich persiste et signe. Il promet la destruction du Hamas. Il promet aussi le retour d'implantations juives dans ce territoire, comme à l'époque du Gush Katif. Pour lui, le mouvement terroriste recevra bientôt un ultimatum pour déposer les armes. Et en cas de non-respect, c'est Tsahal qui interviendra à nouveau. Question ce soir, ces propos engagent-ils l'ensemble du gouvernement Netanyahou? On en parle avec un historien, Chaim Berkovitz, qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous. Première question, est-ce qu'il est réaliste ou extrémiste sur ce coup-là, Bezalel Smotrich? Sur ce coup-là, Bezalel Smotrich est tout à fait réaliste, puisqu'on nous avait promis qu'après la guerre, il n'y aurait plus de Hamas. On a eu des accords, tout le monde n'était pas d'accord de réaliser ces accords, mais dans les accords, il me semble qu'il était inscrit que le Hamas devait
déposer les armes. On n'a toujours pas vu le Hamas qui dépose les armes. Et les possibilités, la réalité nous montre en réalité que le Hamas ne déposera pas les armes. Et si le Hamas ne déposera pas les armes, eh bien tant pis, il y a des conséquences. Et les conséquences, eh bien, elles sont très très simples. C'est que nous allons récupérer la bande de Gaza. Pourquoi récupérer la bande de Gaza? Parce que dans une guerre, il faut qu'il y ait un gagnant. Et le gagnant, c'est Israël. Et Israël s'est engagé à gagner. Et la seule façon de gagner, c'est que nous n'ayons plus aucun terroriste dans cette bande de Gaza. Nous ne voulons plus du tout avoir d'ennemis aux portes d'Israël. Alors, si la seule façon que le Hamas puisse comprendre, c'est de récupérer cette bande de Gaza, eh bien, nous allons la récupérer. Et lorsque Bezalel Smotrich dit quelque chose, je peux vous dire, en connaissance de cause, qu'il va réaliser ce qu'il pense. Donc vous dites que la réalité post-cessez-le-feu donnerait raison à Smotrich. Deuxième question très rapide, elle est double quelque part. Est-ce que ce que dit Smotrich, ça reflète l'avis du gouvernement Netanyahou? Et puis, est-ce que Donald Trump accepterait un tel scénario? Alors, je rappelle que je vais répondre directement à la deuxième partie de votre question. L'avis de Donald Trump, eh bien, c'est important, mais ce n'est pas ce que le gouvernement va décider. C'est l'avis du gouvernement qui compte. L'avis de Donald Trump ne peut être qu'un avis. Il n'a pas à décider pour nous ce qui va se passer. Gaza, et on le répète, et il y en a certains qui peuvent penser que c'est pas bien de dire ça, mais on peut le dire, puisque de toute façon, c'est parti pris. Eh bien, Gaza, c'était une terre juive. Il y avait des communautés juives à travers tous les siècles dans la bande de Gaza. C'est pas normal que dans cette bande de Gaza, on ait pu démanteler et faire partir plus de 7000 personnes lors du démantèlement de la bande de Gaza. Aujourd'hui, on a donné la possibilité aux Gazaouis de pouvoir vivre en paix. Ils n'ont pas voulu. La seule chose qu'ils ont fait, eh bien, ils nous ont renforcé le Hamas. Ils ont aidé le Hamas pour faire ce qui s'est passé le 7 octobre. Eh bien, si c'est la seule solution, c'est de pouvoir ramener une implantation juive dans la bande de Gaza, nous allons le faire. Vous dites qu'il n'y a pas de place pour un entre-deux, ou bien le Hamas, ou bien Israël. Ça, c'est du parti pris. Signé Chaim Berkovitch. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et l'actualité qui reprend ses droits. Voici l'info chrono tout de suite. Qui, pour s'en étonner, une fondation liée à l'État turc aurait financé le Hamas sous couvert d'aide humanitaire. Diyanet Vakfi est dirigée par des proches du président Erdogan et aurait transféré plus de 46 millions de dollars pour construire notamment des mosquées servant de relais à l'idéologie djihadiste. Le résultat d'une enquête d'un site d'opposition turc basé à Stockholm. Cette fondation en question jouerait un rôle actif dans le renforcement de l'influence du Hamas depuis de longues années dans la bande de Gaza. Attentat déjoué contre des soldats israéliens. C'est le travail de la police et des renseignements intérieurs, le Shabak, qui a permis d'éviter un projet d'attaque à l'arme à feu dans la région de Karmiel, en Galilée. Particularité, les suspects sont tous des Arabes israéliens, 4 habitants du nord du pays, 18 et 19 ans, ainsi que 2 mineurs. L'enquête révèle qu'ils avaient formé une cellule et s'étaient entraînés en vue de passer à l'action. Les actes d'accusation doivent être déposés par le parquet de Haïfa. La petite déception des détenteurs de prêts immobiliers. Pas de touche au taux d'intérêt, pas cette fois en tout cas. La Banque d'Israël maintient son taux directeur inchangé à 4% à l'issue de la réunion de lundi de sa commission monétaire. Et pourtant, l'inflation ralentit nettement, seulement 1,8% en rythme annuel. Mais visiblement, la priorité est donnée à la prudence dans un contexte évidemment d'incertitude sécuritaire et de flou quant au rythme de l'activité économique. Prochaine décision prévue pour le 30 mars. Enfin, cette image de tolérance en Israël, les matchs du championnat de football de première division peuvent être interrompus pour des raisons extrasportives. Illustration samedi soir lors de la rencontre entre le Maccabi Haïfa et l'Hapoel Petah Tikva. Une pause a été décrétée pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du Ramadan et de s'alimenter. Un moment de respect, d'ouverture d'esprit. Pour la petite histoire, c'est l'Hapoel Petah Tikva qui s'est imposé surprise 1-0 sur la pelouse de Haïfa, le stade Sami Ofer. On rappelle l'un des temps forts diplomatiques de la semaine, la venue de Narendra Modi en Israël qui est prévue mercredi. Et le programme s'annonce riche pour le Premier ministre indien puisqu'il sera question de partenariats majeurs, notamment dans le domaine de la défense. Système laser, interception de missiles balistiques, drones. New Delhi va profiter du savoir-faire israélien en échange sans doute d'une vaste coopération industrielle. Mathieu Winding nous en dit davantage. La sécurité au cœur du voyage officiel de Narendra Modi en Israël. Au cours de la visite de 2 jours du Premier ministre indien qui débute après-demain, l'Inde devrait considérablement approfondir sa relation avec Israël. 9 ans après sa première visite, le chef du gouvernement indien doit promouvoir une série de projets conjoints dans les secteurs de la défense ainsi que des accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Selon Forbes India, le montant des contrats d'armement entre Israël et l'Inde s'élève déjà à 8,6 milliards de dollars en 2026. Jérusalem est l'un des principaux fournisseurs d'armement de New Delhi, derrière Moscou et Paris. Ces contrats comprennent des bombes à guidage de précision fabriquées par Rafael, des missiles solaires Rampage, des missiles balistiques lancés depuis les airs et le système de missiles Icebreaker. La coopération en matière de sécurité comprend également des systèmes laser avancés et les drones. Selon le quotidien Hindustan Times, l'Inde espère obtenir d'Israël un avantage sans précédent grâce au partage de technologies israéliennes de pointe. Les deux pays devraient signer un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de sécurité. L'Inde est intéressée par le développement conjoint avec Israël d'un système de défense anti-missiles balistiques. Une aubaine potentiellement pour le programme de défense initié par New Delhi est censé assurer la protection du territoire indien face aux missiles à longue portée dont disposent certains pays ennemis. L'Inde s'intéresse par conséquent au système Arrow, Fronde de David et Dôme de Fer. La relation entre Narendra Modi et Benjamin Netanyahou est étroite. Les deux hommes partagent des positions similaires sur de nombreux dossiers, comme la condamnation du terrorisme. Au cours de la visite, la coopération dans les domaines de la science, des technologies, de l'agriculture, de l'eau potable seront abordées. Pour Jérusalem, l'alliance avec New Delhi s'inscrit dans un cadre géopolitique plus large. Benjamin Netanyahou a évoqué dimanche un réseau d'alliances qui inclut donc l'Inde, mais aussi des États arabes, des pays africains, des nations asiatiques ainsi que la Grèce et Chypre. L'objectif est de contrer les blocs chiites et sunnites radicaux. Et on suit tout cela donc dès après-demain, mercredi. Il est temps de poursuivre notre dossier de la semaine. On rappelle qu'on passe en revue les éléments qui font aujourd'hui de l'Iran une menace globale. Après le programme nucléaire, on l'a vu hier, qui continue de dicter le rythme des tensions au Moyen-Orient, autre pilier stratégique du régime de Téhéran, son programme balistique. Plutôt que de moderniser son aviation ou sa défense antiaérienne, les ayatollahs ont misé sur des capacités offensives longue distance, des missiles par milliers, la plupart étant pointés en direction d'Israël. Objectif, menacer et si possible saturer les systèmes d'interception avec des salves records. Atouts et limites de ce pari, c'est avec Déborah Benayoun. Depuis 20 ans, la République islamique a fait un choix stratégique clair, appuyer sa dissuasion sur le missile balistique. Mobile, difficile à intercepter et surtout politiquement intimidant. La conséquence de la guerre Iran-Irak. À l'époque, Téhéran est vulnérable dans les airs, isolé diplomatiquement et frappé par des missiles sans pouvoir répondre à l'identique. Depuis, le régime des Mollahs a juré de ne plus subir. Aujourd'hui, l'arsenal est l'un des plus vastes du Moyen-Orient. Des missiles à courte portée capables de viser les bases américaines dans le Golfe, aux missiles de portée intermédiaire pouvant atteindre Israël. Parmi eux, le Shahab-3, le Sejil à carburant solide ou encore le Khorramshahr, affichant jusqu'à 2000 km de portée. La logique est simple, frapper loin, vite et en nombre, avec un objectif, saturer les défenses adverses. Comment ? En multipliant les vecteurs, missiles balistiques, de croisière, drones armés, comme ceux utilisés contre les installations pétrolières saoudiennes en 2019. Une guerre d'usure qui permet, même sans armes nucléaires, d'infliger des dégâts stratégiques majeurs. Sur le plan technologique, l'Iran ne part pas de zéro. Dans les années 1990, des entreprises chinoises sont sanctionnées par Washington pour des transferts de technologies liés aux missiles vers Téhéran. La Corée du Nord a également joué un rôle clé dans les premiers développements, notamment pour la famille Shahab, dérivée du Nodong nord-coréen. Désormais, Téhéran revendique son autonomie industrielle. De plus, il y a l'équation stratégique, balistique et nucléaire. Officiellement, l'Iran nie vouloir la bombe, mais dans toute doctrine militaire moderne, le missile balistique est d'abord pensé comme vecteur nucléaire. Actuellement, le sujet du nucléaire est au cœur des discussions entre les États-Unis et l'Iran, mais Téhéran refuse catégoriquement de négocier sur ses capacités balistiques. Pour le régime, c'est le cœur de sa souveraineté et de sa capacité de dissuasion. Et même sans la bombe, la puissance balistique iranienne redessine l'équilibre régional. Elle oblige Israël, les monarchies du Golfe et les États-Unis à investir massivement dans un système de défense performant et créer un climat d'incertitude permanent. Désormais, la dissuasion par la terreur ne passe plus seulement par l'atome, elle peut aussi passer par la trajectoire d'un missile. Voilà, et quelques données pour nous permettre de situer justement le caractère assez unique de ce programme balistique. Bonsoir Déborah Benayoun. Merci pour ce dossier Déborah. Combien de milliards de dollars engloutis pour constituer cet arsenal hors norme, hors du commun ? Oui, on va donner quelques chiffres pour contextualiser. Selon le bureau du directeur du renseignement national américain, l'Iran disposerait du plus grand stock de missiles balistiques du Moyen-Orient avec 3000 unités. Et en janvier 2020, lors de l'élimination de Qassem Soleimani, l'Iran avait lancé plus d'une douzaine de missiles balistiques contre des bases américaines en Irak. Il n'y avait pas eu de mort, mais plus d'une centaine de soldats américains avaient été diagnostiqués avec des traumatismes crâniens. C'était la première fois qu'un État frappait ouvertement
comportement des forces américaines avec des missiles balistiques sans pour autant déclencher une guerre totale. À noter, c'est que lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, donc en juin 2025, l'Iran avait lancé environ 1000 drones et 550 missiles balistiques sur Israël. Ce sont des chiffres de Tsahal. La capacité, on le voit, est donc très importante et Téhéran sait utiliser ses capacités à son avantage, également sur le plan dissuasif. Effectivement, manifestement. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Pour aller plus loin, un expert ce soir, c'est Gérard Vespierre. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, fondateur aussi du web magazine, Le Monde décrypté, et puis auteur de l'ouvrage qu'on va peut-être apercevoir vers la prochaine révolution iranienne. Alors, un premier constat, c'est que l'Iran veut bien négocier, mais sur son programme nucléaire uniquement, pas sur le balistique, ça reste non négociable. Là, on touche quelque part au cœur de la doctrine militaire du régime. Alors, le nucléaire et le balistique, avec les gardiens de la Révolution, ce sont les trois piliers stratégiques, effectivement, de la République islamique. Et au point de vue organisation, l'activité nucléaire et l'activité missile dépendent des gardiens de la Révolution. Donc on a un triptyque très organisé, global, avec une pensée donc militaro-stratégique tout à fait élaborée, avec différentes familles de missiles, comme vous venez de le présenter dans votre documentaire, de courte, moyenne et de longue portée. Donc une âme diplomatique, dissuasive aussi sur le plan militaire. Complémentarité évidente ou pas entre ces programmes nucléaires et balistiques, vous diriez, parce que c'est vrai que ça peut sauter aux yeux, mais c'est pas forcément si évident que ça. Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Complémentarité entre ces deux programmes, est-ce qu'ils ont été pensés, travaillés de la même manière ensemble depuis le début, vous pensez? Donc il y a une totale différence entre la stratégie nucléaire, puisque la stratégie nucléaire est une stratégie de menace sur le principe de posséder la bombe. Or, l'Iran n'a pas effectivement mené, heureusement, elle a eu beaucoup d'obstacles dont vous connaissez les raisons. Pour mettre au point cet armement. Mais par contre, il y a une réalité militaire et de dissuasion de l'ensemble de ces missiles. Donc, il y a vraiment deux, je dirais, axes stratégiques totalement séparés. L'axe nucléaire, qui est une menace et sur laquelle donc Téhéran a investi beaucoup d'argent, mais n'a pas abouti à l'objectif, si tant est qu'elle le peuvent d'ailleurs, mais en tout cas sur le programme balistique, oui, là, il y a un véritable investissement et organisation. Alors, concernant maintenant les limites de cette stratégie, si l'Iran a misé autant sur le balistique, c'est sans doute au détriment d'autres aspects stratégiques essentiels qui font peut-être que cette puissance, elle affiche des points faibles, des talons d'Achille conséquents, notamment l'aviation. Tout à fait. Je pense qu'il y a deux points faibles. Il y a la marine dans ce qui concerne effectivement des unités de moyenne et de grande importance. Et puis, deuxièmement, l'aviation. L'armée de l'air iranienne dispose à peu près de 100 à 150 chasseurs F-4 Phantom qui étaient les avions de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, voyez-vous, achetés par le Shah. Et donc, il y a eu vraiment un choix rationnel d'impasse de ne pas de ne pas monter, créer une force aérienne importante, comme effectivement Tsahal l'a fait depuis des dizaines d'années, mais d'investir sur des missiles, parce que le nombre est là un facteur important. Vous disposez de quelques centaines de chasseurs bombardiers, ce qui représente un investissement colossal, mais vous pouvez avoir des milliers de missiles pour le même type de budget. Effectivement, un pari effectivement radicalement différent de celui d'Israël qui a misé sur la supériorité aérienne, justement. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, pour cette analyse. Et c'est dans ce climat de préparation à la guerre qu'Israël élabore malgré tout des plans en vue de renforcer, vous allez le voir, le secteur du tourisme, secteur dont les résultats dépendent directement de la situation sécuritaire. Un invité prestigieux ce soir, c'est le directeur du ministère israélien du tourisme, Michael Yitzhakov. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes dans une période, on va dire, de défis, évidemment, et donc d'incertitude. Comment se porte d'abord le secteur du tourisme israélien? On sait qu'il avait atteint des records il y a quelques années, avant le Covid notamment. Le potentiel reste intact si la sécurité se porte bien?
D'abord, nous avons terminé 2025 avec 1,3 million, 1,3 million de touristes. C'est pas énorme pour une année de guerre, mais quand même, le tourisme en Israël a une base solide. Cette année sont rentrés 100 000 touristes de plus que l'année dernière à la même époque. Je serais heureux de voir ça si je ne voyais pas qu'il y a un problème au Proche-Orient avec lequel nous devons encore nous mesurer, que ce soit lié à Israël ou pas. Cela nous influence. Nous attendons et espérons voir ce qui va se passer au Proche-Orient. Et à partir de là, je pense que nous pourrons nous remettre et on voit les premiers signes avant-coureurs et espérons qu'après cette période complexe, les choses arriveront. Alors on sait qu'il y a des campagnes qui sont ciblées ces temps-ci. D'où provient la manne touristique? On va dire, quelle est la cible, la clientèle cible que vous visez, que ce soit en termes de pays, en termes de profil de touristes? Nous avons préparé une campagne que nous n'avons pas encore lancée parce que la situation est quand même un peu complexe. Notre campagne va se baser en Amérique du Nord et les communautés juives du monde. Nous faisons des campagnes dans des communautés chrétiennes aussi en France avec qui nous dialoguons. Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore influencés par la vague d'antisémitisme en Europe et qui ont encore une proximité à Israël et comprennent ce qu'est la vérité. Donc nous allons faire une campagne de prise de conscience pour dire, comme la belle image que vous avez derrière vous, dit Tel Aviv, qu'Israël est un pays où on peut vivre en sécurité. Et selon l'indice mondial, l'indice Nomeo, nous sommes bien plus sécures que la France ou beaucoup de pays européens. Il est donc sûr de venir en Israël, mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut le montrer et c'est la base de notre campagne. Alors malgré tout, évidemment, les résultats sont directement liés à la situation sécuritaire. On sait que l'impact est direct. Est-ce que ça rend compliqué l'investissement dans le secteur hôtelier et aussi peut-être l'élaboration des campagnes de marketing quand on sait qu'il y a toujours cette incertitude? Vous serez étonnés. 16 hôtels ont été ouverts en Israël cette année. Je ne connais pas de pays où il y a des guerres et 16 hôtels ouvrent. Grâce aux encouragements du ministre Katz, nous faisons des utilisations duelles. Par exemple, il y a une semaine, pour soutenir les entrepreneurs à construire sur des terrains des hôtels avec des chambres en plus et utilisent et aussi pour les logements ces chambres, ce qui est important pour créer une sécurité entrepreneuriale et économique. Et je vois que nous atteindrons les objectifs fixés d'ici 2030, 7 millions de touristes. Ça semble bizarre aujourd'hui à entendre, mais le tourisme se remet ici très vite. Après le Covid, ça a été une explosion de presque 4 millions de touristes sans beaucoup de campagnes ni de publicité. Israël a des choses à proposer qu'il n'y a pas ailleurs. La culinaire, l'histoire, Tel Aviv, Jérusalem, les paysages, l'endroit le plus haut au Proche-Orient et le plus bas du Proche-Orient. Il est très important de dire quelque chose aux touristes parce que nous parlons à une chaîne française. Même si il y a une situation de guerre, l'État d'Israël est prêt. Le ministère du Tourisme est prêt à parler avec les touristes si c'est nécessaire de les évacuer par la frontière la plus sûre. Nous avons tiré les leçons de la guerre des 12 jours. Il y aura des moyens de communication et de contact et les transports sont prêts. Nous sommes prêts et c'est important que l'on sache et que les touristes potentiels sachent, que les parents qui envoient leurs enfants ici sachent qu'Israël prend ses responsabilités comme ça a été le cas avec les évacués pendant la guerre, ce sera la même chose pour les touristes. Donc important, il y a des plans de rapatriement qui sont prêts et évidemment l'expérience de la guerre des 12 jours cet été. Un dernier mot concernant la compagnie importante, la compagnie hongroise Wizz Air qui veut installer une base ici en Israël. On sait que ça pourrait chambouler la concurrence. Quel est votre avis là-dessus en quelques mots? Écoutez, je crois que la concurrence est quelque chose de sain.
Cela n'est pas de la responsabilité du ministère du Tourisme, mais il y a une chose que je sais, il nous manque des sièges. Le départ de Turkish Airlines nous a fait perdre 1 million de sièges par an. Quelqu'un va devoir remplir ce vide. Wizz ou une autre compagnie qui veut venir pour renforcer et qui croit dans le marché du tourisme israélien, qui est un marché très porteur. Et donc, vous voyez, les Émiratis et toutes les compagnies européennes qui ne sont pas antisémites, qui veulent rouvrir des lignes ici en Israël parce que ce sont des lignes intéressantes. Les Israéliens aiment beaucoup voler et accueillir des touristes. Donc, je n'ai pas peur de la concurrence et même quand on a fait l'opération d'ouvrir les cieux, tout le monde a crié, mais finalement, ça a fait beaucoup de bien. Les sociétés, les compagnies israéliennes nous sont chères, mais la concurrence n'est pas quelque chose de mauvais ou tragique. Et puis, ce sont des produits différents. Nous avons besoin de sièges. Voilà. Donc plus de concurrence et profiter effectivement de ce potentiel immense des touristes israéliens qui sont très nombreux à voyager chaque année à l'étranger. Merci beaucoup à vous, Michael Yitzhakov, d'être venu sur notre plateau ce soir. Du tourisme à l'ALIA. Et entre les deux, le fléau malheureusement de l'antisémitisme. Direction la France à présent. Climat nocif ces jours-ci en banlieue parisienne. Incident également à Lyon. On va faire un résumé de ces dernières 24 heures avec vous, Anna Papiachvili. Bonsoir Anna, depuis nos studios parisiens. Alors Anna, cette agression tout d'abord à Saint-Brice-sous-Forêt. Un mineur a été interpellé dans le Val d'Oise. Bonsoir, oui, le suspect est un adolescent âgé de 15 ans qui a donc été interpellé à Saint-Brice-sous-Forêt, c'est dans le Val d'Oise, après avoir menacé 2 autres mineurs de confession juive avec une bombe lacrymogène. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait proféré des insultes à caractère antisémite avant de leur dérober une casquette et de prendre la fuite. Les faits se sont donc déroulés hier en soirée. Alertés, les forces de l'ordre sont arrivées ont rapidement localisé et interpellé ce suspect. Et lors de cette intervention, un homme de 23 ans aurait tenté d'inciter le mineur à s'opposer aux policiers. Il a été aussitôt arrêté pour provocation à la rébellion avant d'être remis en liberté. Le mineur, en tout cas âgé de 15 ans, doit être présenté ce mercredi au parquet de Pontoise en vue d'une mise en accusation pour extorsion. Toutefois, à ce stade, la circonstance aggravante liée à l'antisémitisme n'a pas été retenue. L'enquête, en tout cas, se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette agression. Une autre agression, cette fois-ci, ça s'est passé à Lyon samedi en fin d'après-midi. Un rabbin marchait avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue Beth Chabad. Et ce groupe, avec un des enfants, a été pris à partie par un individu. Quelques instants plus tard, un enfant confie au rabbin que cet individu lui aurait adressé un geste nazi en lançant un Free Palestine. Et selon les informations révélées par nos confrères du Progrès, alertés, l'équipe du restaurant qui se trouvait pas loin de là où était l'individu serait aussitôt intervenue. Cet individu aurait été sommé de regagner l'intérieur de l'établissement. Et le rabbin indiquait aussi avoir à nouveau entendu Free Palestine. Alors, selon l'un des responsables de l'établissement, une sanction pourrait être prise à l'encontre de cet employé. Une plainte a été déposée, une enquête a été ouverte. Le rabbin et les enfants se sont réfugiés ensuite dans la synagogue et une plainte a été déposée par le rabbin. Une enquête aussi donc a été ouverte concernant cette agression. Du côté de la préfète du Rhône, Fabienne Boussiot, elle a pu s'entretenir au téléphone avec le rabbin de Lyon, Daniel Dahan, pour lui dire, je cite, qu'elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves. Fin de citation. Merci beaucoup, Anna Papiachvili. Allez, autre chose pour conclure, on va parler économie, avec une tendance pas forcément rassurante à première vue. Si les hautes technologies sont l'un des principaux moteurs de l'économie israélienne, la cybersécurité est l'un des principaux moteurs de la high-tech israélienne. Et cela va nous permettre de comprendre pourquoi les récentes avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle menacent déjà la suprématie acquise par Israël dans ce domaine de la cybersécurité. Vendredi dernier, la société américaine Anthropic a présenté un nouvel outil d'analyse du code source des logiciels. Il permet d'identifier instantanément les failles de sécurité. Résultat impressionnant, avec pas moins de 500 failles détectées dans des logiciels très connus et qui étaient passés inaperçus durant de longues années. Et conséquence, chute brutale en bourse des valeurs, forcément, de nombreux acteurs pourtant prestigieux, comme l'israélien JFrog, qui a perdu tout de même plus de 25% de sa valeur en l'espace d'à peine 3 heures. On veut comprendre ce qui est en train de se passer. Un expert avec nous, c'est Guillaume David Doniel. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes directeur technologie de défense et relations internationales du
think tank Liberté et Prospective. Alors d'abord, expliquez-nous pourquoi ce nouvel outil d'Anthropic marque peut-être une certaine révolution. On peut dire qu'il y aura eu peut-être un avant et un après. Oui, alors David, merci de me recevoir encore ce soir dans votre plateau. Effectivement, c'est une véritable rupture technologique. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un IA avancé qui permet d'avoir un raisonnement et une approche métier pour les entreprises. Il faut savoir que ce qui a été annoncé en fait le 20 février est la fonctionnalité Cloud Code Security. Mais le 6 février, en fait, a été mis en place le Claude Opus 4.5, qui est en fait le nouvel Intelligence Artificial d'Anthropic, qui est justement en fait le cœur de cette analyse. Alors c'est ça, on peut comprendre que ce nouvel outil va résoudre une bonne partie des problèmes de cybersécurité, mais pas tous, pas tout d'un coup, en tout cas pas encore. Est-ce que la réaction des marchés financiers, donc cette chute des valeurs de la cybersécurité, notamment en Israël, est-ce que c'est exagéré ou bien il y a quelque part effectivement un danger plus ou moins immédiat pour le secteur de la tech, de la cybersécurité en Israël ? Alors non. Non, David, il n'y a pas un danger dans la tech. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, comme ce qui se passe naturellement, les marchés financiers sont toujours un peu surpris de ce genre d'annonce. Le secteur particulier d'Anthropic, c'est-à-dire le développement informatique, va naturellement être impacté. Par contre, tout ce qui tourne autour, toutes les technologies de cybersécurité israélienne ou alors l'écosystème israélien va bénéficier en fait de cette technologie qui va permettre d'améliorer les capacités des logiciels existants. Donc, ce n'est simplement que le marché sur lequel spécifiquement cette nouvelle solution disrupte un petit peu le marché qu'il peut y avoir une petite tendance à la baisse. Donc pas trop d'inquiétude, vous dites, c'est-à-dire que l'avance d'Israël n'est pas directement menacée, notamment sur les autres pays qui pourraient s'intéresser à ce genre d'outils pour rattraper un petit peu leur retard sur Israël. Alors, ça, c'est une autre analyse. En fait, ce qui se passe, c'est que l'on voit depuis à peu près 10 ans les pays qui montent en compétences, effectivement, face à Israël. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle va effectivement limer, voire réduire la différence qu'il y a sur le développement. Mais l'avantage de l'État israélien, c'est en fait la combinaison entre dans l'écosystème, entre le militaire et l'industrie, et donc des solutions qui sont toujours up-to-date ou qui sont déjà en place. Donc, il n'y a pas une remise en question complète des fondamentaux de la cybersécurité israélienne. Voilà, pas tout de suite, c'est rassurant. Merci beaucoup à vous, Guillaume David Daniel, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, tout de suite, ça se débat. Raphaël Hassine, ses invités. Très bonne soirée à tous.